En décembre 2024, un appel totalement glaçant est passé au service de secours du Nouveau-Mexique et personne ne s'attendait à ce qui allait suivre ensuite. Who is that in the background? I think that's my dad. What is he doing? He's gargling. He's gargling? Yeah. Are you willing to help him right now? No. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Mais avant que l'on entre plus en détail dans cette affaire tragique, laissez-moi vous dire un petit mot sur notre sponsor YFood. YFood, c'est quoi exactement ? Il s'agit de boissons repas nutritives, équilibrées, abordables et surtout super bonnes. Que vous ayez un emploi du temps très chargé, ayez tendance à ne pas manger très sainement ou encore à sauter des repas, YFood est fait pour vous. C'est votre allié santé dans une petite bouteille super pratique à emporter partout avec soi et remplie de nutriments, vitamines et minéraux essentiels à un repas parfaitement équilibré et nourrissant. Une seule bouteille suffit à vous rassasier durant plusieurs heures et vous procure un sentiment de satisfaction et de satiété totale. Et ce que je tiens personnellement à souligner, ce sont les saveurs absolument incroyables de leurs boissons. Ils ont une large sélection de parfums allant de chocolat à café glacé, à la pêche, à la fraise et j'en passe. Et j'ai personnellement un petit coup de cœur pour les saveurs vanille et noix de coco qui sont à tomber par terre. Et même si elles ont un goût sucré et fruité, sachez que les boissons YFood sont entièrement sans sucre ajouté. De base, je ne suis déjà pas quelqu'un qui aime passer du temps derrière les fourneaux. Mais alors depuis que je suis devenue maman, c'est encore pire. Il m'est arrivé des dizaines de fois de sauter des repas ou alors tout simplement de grignoter des petites choses à droite et à gauche pour dire de ne pas mourir de faim. Je suis donc la cliente parfaite pour vous faire part de ma satisfaction et aussi du gain de temps immense que me fait sauver YFood durant mes journées les plus chargées. Et si vous ne savez pas encore par où commencer ou bien quelle saveur choisir, les packs découvertes sont parfaits pour vous et vous permettront de goûter à une variété de produits et de sélectionner ensuite vos petits préférés. Je vous invite donc dès aujourd'hui à découvrir YFood et leurs boissons repas de qualité grâce à la promotion que j'ai à vous partager. Durant les 3 prochains jours, pour votre première commande, vous bénéficierez d'un rabais de moins 20% en utilisant le code MM-NEW. Mais ne vous en faites pas, pour ceux qui arriveraient un petit peu plus tard sur la vidéo, vous pourrez tout de même bénéficier d'un moins 10% sur la totalité de votre commande grâce au code MM-YouTube. Et vous retrouverez le lien pour pouvoir bénéficier de cette promotion incroyable directement dans la description de notre vidéo. Merci encore à YFood d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour et je vous laisse dès à présent vous installer bien confortablement pour une nouvelle affaire criminelle. La ville de Belen se trouve être une petite ville localisée dans l'état du Nouveau-Mexique et compte à ce jour une population d'environ 7500 habitants, dont une majorité se trouve être originaire d'Amérique latine. Et parmi eux se trouve la famille Leiva, originaire du Mexique, et composée d'Adriana Bencomo, une femme de 35 ans, de son mari Leonardo Leiva, 42 ans, et de leurs 3 garçons. Diego et Adrian, 2 frères jumeaux âgés de 17 ans, et Alexander, 14 ans. Depuis l'année 2007, Adriana est pompier volontaire et adore son métier. Aider et servir sa communauté est ce qu'il y a de plus important pour elle. Elle est une personne très généreuse qui s'assure justement de partager ses valeurs avec ses 3 enfants. Adriana est quelqu'un de très déterminé. Lorsqu'elle a une idée en tête, elle s'assure de toujours aller jusqu'au bout de cette idée. Sa langue maternelle se trouve être l'espagnol et lors de son déménagement dans le Nouveau-Mexique, l'apprentissage de l'anglais lui a causé quelques problèmes, et notamment au niveau de son projet professionnel, car pour pouvoir devenir pompier volontaire, il lui fallait passer plusieurs examens et tests qui étaient entièrement en anglais. Elle est donc retournée temporairement au Mexique pour pouvoir obtenir sa certification, qu'elle a ensuite fait valider aux États-Unis pour pouvoir exercer son métier.
Son mari, Leonardo, est tout aussi passionné qu'elle. Il travaille de son côté dans la construction et il n'était pas rare que sa femme, sur son temps libre, vienne lui donner un petit coup de main sur ses chantiers. D'après leurs proches, Adriana et Leonardo étaient totalement faits l'un pour l'autre. Ils étaient de véritables âmes sœurs et se complétaient à la perfection. Depuis leur rencontre, ils n'avaient rêvé que d'une chose, fonder une famille ensemble. L'arrivée de leurs jumeaux Diego et Adriane, puis du petit Alexander, les comble donc totalement de bonheur. Ils sont tous les deux très investis auprès de leurs enfants qu'ils aiment inconditionnellement et leur donnent le maximum de leur temps et de leur attention. La petite famille vivait au milieu de nulle part, dans un petit quartier nommé Camino Escondido et localisé en plein milieu d'un désert. Ils vivent sur un très grand terrain et possèdent une ferme, et leurs enfants passent absolument tout leur temps libre dehors à s'occuper des animaux et à s'amuser ensemble. Durant le week-end, ils s'adonnent à toutes sortes d'activités ensemble. Sport, arcade, sorties au grand air, karting, pêche et j'en passe. On ne s'ennuyait jamais chez les Leiva. Vivant dans un endroit extrêmement reculé de la civilisation, les Leiva et leurs voisins se connaissaient donc plutôt bien. Et absolument toutes les personnes vivant autour d'eux s'accordent à les décrire comme une famille parfaite. Mais le soir du 14 décembre 2024, tout ceci va brutalement changer. À 3h30 du matin précise, un appel totalement glaçant est reçu au bureau du shérif du comté de Valencia. À l'autre bout du fil, un jeune homme explique avoir assassiné toute sa famille à l'aide d'une arme à feu. Valencia County 911, where's your emergency? Valencia 911, caller, can you hear me? Hi, miss. I just wanted to call you, tell you that I killed my parents. I'm sorry? Well, I wanted to call you, tell you that I killed my parents. You called 911 and said you killed your family. Is that true? Mm-hmm. Where are you at right now? I'm in the kitchen Okay, how did you kill them? with a pistol. Where are they at? They're laying in the ground dead. They're laying in the ground. Yeah. Who did you kill? I killed my whole parents. Your parents and who else? I'm here with you. Just talk to me, okay? My whole family. Your mom and dad? Yeah. Who else? My brothers. How many brothers do you have? 2. Okay. When did this happen? It just happened. How long ago? Like 5 minutes ago? 3 minutes ago? Like 10 minutes ago. You don't know? I'll leave it. Who are you talking to? I'm here. Who are you talking to? I'm not talking to no one. It's just my parents' dad. Who is that in the background? I think that's my dad. What is he doing? He's gargling. He's gargling? Yeah. Are you willing to help him right now? No. So is there 4 people dead? Yes. What made you do this? I don't know. Something bad spirit possessed me. You said something what? Something bad possessed me. Has this happened to you before where you've wanted to kill somebody? No. Are you willing to step outside and talk to my deputies when they get there? Yes, no. L'intervenante à l'autre bout de la ligne est capable de garder son calme durant toute la conversation et de lui poser les bonnes questions pour obtenir plus d'informations sur ce qu'il s'est passé. Il s'agit là d'une situation extrêmement rare, car ce genre d'appel n'avait absolument jamais lieu dans cette petite communauté tranquille. La ligne d'appel pour les urgences était d'ailleurs très peu utilisée. L'intervenante lui demande alors s'il est d'accord pour discuter avec les officiers de police qui allaient se présenter à lui, ce que le jeune homme va accepter. Are you still inside? Yes, miss. Yeah. Are you still unarmed? After alarm. You're what? After alarm, miss. No, where's the gun? Gun's right here, miss. You have it in your hand? No, it's right here. So my deputies are going to get there, and for your safety, can you go outside with nothing in your hands? What do I do with the gun? Do I take it to them? No, I want you to leave it
I do not want you to take the gun outside to them. I want you to leave the gun inside, okay? Is there somewhere you can go outside? I'll go outside right now, miss. Can I walk out with my bird? Are you holding your bird? Yeah. If your bird's in your hands, I don't want you to take it outside. It's dark out there and they might think that it's something else. And you don't want your bird to get hurt, do you? It isn't far away, miss. You don't want your bird to get hurt, do you? Yeah. Une équipe de police arrive alors sur place et aperçoit immédiatement le jeune garçon de l'autre côté de la barrière de sécurité entourant la propriété familiale. Il semble très calme et ne montre absolument aucun signe d'agressivité. Il tient cependant quelque chose dans sa main assez fermement, ce qui va en premier lieu très fortement inquiéter les policiers qui se disent qu'il s'agit peut-être là d'une arme à feu. Mais bien rapidement, ils réalisent qu'il s'agit là de l'oiseau domestique que le jeune garçon avait mentionné durant son appel aux urgences. L'oiseau est alors délicatement récupéré, tandis que le jeune homme est lui menotté et placé à l'intérieur d'un véhicule de police. Il ne va d'ailleurs montrer aucun signe de résistance lors de son arrestation et va de lui-même aller s'installer à l'intérieur du fourgon de police. Le travail des policiers commence à ce moment-là. Il leur faut maintenant analyser la scène de crime et vérifier si effectivement des personnes ont été blessées à l'intérieur de la maison. Une tâche qui ne va pas s'avérer facile pour eux, car la propriété de la famille Leiva était absolument immense. Je vous rappelle qu'ils vivaient à l'intérieur d'une ferme qui se trouvait sur un très grand terrain. Ils avaient une résidence principale, une résidence secondaire, mais aussi une étable. L'investigation va commencer à l'intérieur du domicile principal où la famille Leiva vivait. Les policiers se dirigent lentement d'une pièce à l'autre, ne sachant pas si un danger était encore présent ou non à l'intérieur de la maison. Après tout, rien ne prouvait que le jeune garçon qui venait d'être arrêté était bel et bien le tireur. Quelqu'un se trouvait peut-être encore caché derrière les murs de la maison, à attendre patiemment qu'une prochaine victime fasse son entrée. Une fois arrivés dans le couloir principal, les policiers sont sous le choc. 3 corps sans vie gisent sur le sol au milieu d'une mare de sang, celui d'une femme et de 2 garçons. La scène de crime est terriblement violente et sanglante. Ils ont tous les 3 été abattus de la même manière, d'un simple coup de feu en pleine tête. La fouille de la maison continue et les policiers passent de pièce en pièce, inspectant chaque recoin du domicile. Et c'est à l'intérieur de l'une des chambres qu'un 4e corps est découvert, celui d'un homme d'une 40aine d'années, lui aussi assassiné par coup de feu. Une fois le domicile familial entièrement fouillé, les policiers passent à la résidence secondaire qui est localisée à l'arrière de la maison. Et une fois à l'intérieur, ils découvrent une porte fermée dont de la lumière semble s'échapper. Les policiers annoncent alors leur présence et demandent à quiconque se trouvant de l'autre côté de la porte de bien vouloir sortir immédiatement avec les mains en l'air. Ils sont à ce moment-là persuadés qu'il n'y a personne de l'autre côté de la pièce et que la lumière a très probablement été oubliée allumée. Mais à leur grande surprise, suite à leur annonce, des bruits se font entendre. Les policiers sont alors sur le qui-vive et répètent leur commande une seconde fois, un petit peu plus fort encore. La porte finit par s'ouvrir et un homme totalement troublé par ce qu'il est en train de se passer fait son apparition. Cet homme se trouve être le grand-père des enfants, le père de Leonardo, qui vivait avec la famille depuis plusieurs années déjà. Il n'a à ce moment-là aucune idée de la raison pour laquelle la police vient tout juste de débarquer à l'intérieur de sa chambre. Il n'a de son côté rien entendu et n'est au courant d'absolument rien. Les policiers vont alors avoir la lourde tâche de lui annoncer que 4 des membres de sa famille viennent tout juste d'être exécutés à quelques mètres seulement de l'endroit où il se trouvait. Et pire encore, qu'il y a de fortes chances pour que son propre petit-fils soit le responsable. En apprenant cette tragédie, le pauvre homme s'effondre totalement. Les corps retrouvés à l'intérieur de la maison sont très rapidement identifiés comme appartenant à Leonardo Leiva, Adriana Bencomo et leurs 2 enfants, Adrian et Alexander. Et les 4 membres de la famille Leiva ont été assassinés par l'un d'entre eux, Diego Leiva, le frère jumeau d'Adrian. Diego qui a entre-temps été emmené jusqu'à la station de police pour y être interrogé. Le jeune adolescent de seulement 17 ans est à ce moment-là totalement ivre. Son taux d'alcool est tellement haut qu'il tient à peine debout et qu'il semble être mentalement absent. Il va cependant être capable de retracer le fil des événements et sans verser la moindre larme, de la façon la plus froide possible, va détailler la manière dont il a mis fin au jour de ses propres parents et de ses 2 frères.
D'après lui, après le repas du soir, sa mère et ses 2 frères seraient retournés dans leurs chambres respectives pour la nuit, tandis que son père et lui se seraient de leur côté installés devant la télévision. Ils auraient ensuite ouvert plusieurs bouteilles et consommé de l'alcool, et pas qu'un petit peu vu l'état du garçon. Il est ensuite incapable d'expliquer ce qui s'est passé. D'après lui, il aurait entendu des voix à l'intérieur de sa tête lui ordonnant d'assassiner sa famille. Il se serait alors senti comme possédé par un esprit diabolique et aurait fini par céder et par donner à ces fameuses voix ce qu'elles attendaient de lui. Il va décrire alors l'arme à feu qu'il a utilisée pour assassiner chacun des membres de sa famille. Et le modèle exact qu'il va décrire va effectivement être retrouvé par les policiers, déposé sur le comptoir de la cuisine. Diego insiste cependant sur le fait que rien de tout cela n'était planifié et que jusqu'à la seconde précise où il a appuyé sur la détente de l'arme à feu, il n'avait à aucun moment envisagé faire le moindre mal à sa famille. Il ne cesse de mentionner à répétition ces fameuses voix qui l'auraient poussé à agir. Lors de son arrestation, le jeune homme est dans un tel état d'ébriété qu'il est immédiatement envoyé jusqu'à un hôpital en désintoxication où il passera presque 48 heures. De nombreux tests médicaux sont alors effectués pour vérifier s'il ne souffrait peut-être pas de troubles mentaux, ce qui expliquerait la raison pour laquelle il a commis cet acte terrible. Mais les résultats sont clairs. Diego était en parfaite santé et ne présentait aucun signe de maladie mentale. À sa sortie de l'hôpital, il est placé en détention dans le centre de justice juvénile d'Albuquerque, où il est encore aujourd'hui dans l'attente de son procès. Diego Leiva est accusé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle s'il venait à être jugé comme un adulte. Sur la scène de crime, les policiers ont été capables de récupérer assez d'indices pour prouver que Diego était effectivement le seul et unique responsable de cette tragédie. Ses empreintes digitales sont retrouvées sur l'arme à feu et son témoignage coïncide parfaitement avec les indices retrouvés sur la scène de crime. Cette affaire, encore très récente, est toujours en cours d'investigation. Tant que le procès n'a pas eu lieu, il est donc impossible de savoir ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit de décembre 2024. Mais une chose est sûre, personne n'est capable de comprendre comment Diego a été capable de commettre de tels actes. Il avait apparemment une personnalité très calme et douce et ne causait jamais le moindre problème à qui que ce soit. Au lycée, ses résultats scolaires étaient dans la moyenne et il était très apprécié de ses camarades de classe. Jamais il n'avait démontré le moindre signe d'agressivité ou de violence et encore moins envers sa famille. Ses parents l'aimaient inconditionnellement et il semblait plutôt bien le leur rendre. Diego n'avait jamais souffert de problèmes de santé mentale par le passé et il est très important de savoir qu'il ne prenait aucun médicament. Car vu le niveau d'alcool qu'il avait à ce moment-là dans le sang, la prise de médicaments en même temps que cela aurait tout à fait pu altérer ses pensées, lui causer des hallucinations ou même une psychose. Mais cette théorie est donc à mettre de côté. Cependant, une seconde théorie, bien plus sombre encore, est elle tout à fait envisageable. Les 4 victimes ont toutes été assassinées de la même manière, un simple et unique coup de feu en pleine tête. Et le médecin légiste est extrêmement impressionné par la précision de ces coups, considérant l'état d'ébriété extrêmement avancé dans lequel Diego se trouvait au moment des faits. Il était tellement saoul qu'il était pratiquement incapable de tenir debout lorsque les policiers sont arrivés sur la scène. Compte tenu de son état, il aurait tout à fait pu manquer ses cibles et tirer dans le vide. Or là, chacun des coups ayant été tirés avait atteint sa victime de manière parfaite. Serait-il donc possible que ceci soit en réalité une exécution planifiée depuis le début par Diego, qu'il tente de faire passer pour un accident ? Beaucoup de questions qui restent malheureusement pour l'instant sans réponse. On aura bien évidemment plus d'informations là-dessus une fois le procès passé. Procès qui n'a d'ailleurs à ce jour pas encore été planifié. Toute une communauté se retrouve aujourd'hui terriblement secouée par ce tragique événement, ayant ôté la vie de 2 parents extraordinaires et de 2 jeunes adolescents qui avaient un avenir brillant devant eux. Adriana était une femme fantastique, toujours prête à faire rire et à remonter le moral de ses collègues de travail dans les moments les plus difficiles, et surtout extrêmement dévouée à sa passion pour son métier et pour ses 3 enfants. Leonardo était lui un homme très attentionné, souriant et plein de projets pour le futur de sa famille. Adrian et Alexander étaient 2 jeunes garçons très intelligents et d'après les proches de la famille, extrêmement bien éduqués.
Ils étaient tous les deux très fiers de leurs parents et ne cessaient justement jamais de se vanter du travail incroyable de leur mère en tant que pompier. Une page GoFundMe a été ouverte pour permettre de récolter de l'argent pour payer les funérailles des 4 membres de la famille. Et en quelques jours seulement, plus de 6 000 $ ont été récupérés. Je m'assurerai de vous tenir informé dès que de nouvelles informations sont disponibles sur cette affaire. En attendant, laissez-moi vos avis en commentaire et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu. Un immense merci encore à YFood d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et n'oubliez pas, durant les 3 prochains jours, vous pouvez bénéficier d'un moins 20% sur votre première commande grâce au code MM-NEW. Et par la suite, grâce au code MM-YouTube, vous bénéficierez d'un moins 10% sur votre commande. Cliquez dès maintenant sur le lien qui se trouve en description de la vidéo pour pouvoir bénéficier de cette offre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!